Secret d'entrepreneur. « 1976, palais de justice de San Francisco. Monsieur Anspach, la compagnie Parker Brothers vous accuse de plagiat et demande la cessation immédiate de la commercialisation de votre anti-monopoly. Madame la juge, suite à ces accusations, je tiens moi-même à assigner en justice Parker Brothers d'éditer et de vendre un jeu honteusement copié. Expliquez-vous, monsieur Anspach ? Charles Darrow, le prétendu inventeur du Monopoly, ainsi que Parker Brothers, se sont enrichis en détournant le jeu de la véritable créatrice du Monopoly, Madame Elizabeth Magie. À elle seule devrait revenir le monopole de ce jeu. Que justice lui soit faite. Je vous raconte aujourd'hui la folle histoire du Monopoly. L'histoire d'un jeu anticapitaliste créé par une féministe dont l'idée a été volée, puis détournée par un homme. L'histoire d'un jeu dont le monopole fait la fortune des uns et la ruine des autres. Lizzie, il y a le patron qui arrive. Sors le nez de ton livre. C'est quoi d'ailleurs ? Progress and Poverty d'Henri Georges. C'est sur les taxes foncières et le partage des richesses. C'est passionnant. Au fait, tu viens me voir jouer ce soir ? Elizabeth Magie est née en 1886 dans l'Illinois, un an après la guerre de sécession. Très proche de son père, un anti-monopoliste et abolitionniste. La petite Lizzie baigne dans la politique dès son plus jeune âge. Curieuse et particulièrement intelligente, Lizzie est une vraie rebelle. Le jour, elle exerce le métier de secrétaire et scénographe. Et la nuit, sur de petites scènes, elle déclame les sketchs comiques qu'elle écrit. Taxe unique, valeur foncière, blablabla. Voyons Lizzie, tu voudrais pas plutôt chercher à te marier ? Mais pourquoi faire ? Qu'un homme ait le monopole de ma vie ? Hors de question. D'ailleurs, en parlant de monopole, je suis en train de vous concocter, chers amis, un jeu éducatif pour démontrer les effets néfastes du capitalisme et pour dénoncer l'oppression des rentiers de l'immobilier sur les locataires. Le livre d'Henri Georges sous le bras, Lizzie passe ses soirées à élaborer un jeu pour faire comprendre aux gens la nature antisociale du monopole. Elle fabrique 2 carnets de règles de jeu pour accompagner le plateau. Un livret avec des règles anti-monopole pour récompenser tous les joueurs lorsque la richesse est produite et un carnet de règles capitalistes pour écraser ses adversaires. 1904, Illinois, Bureau fédéral. Bonjour, j'ai créé un jeu, le Landlord's Game. Je voudrais déposer une demande de brevet. Tout est en ordre. Votre numéro de dépôt est le numéro 748-626. Elisabeth a une trentaine d'années et fait partie des rares femmes parmi les demandeurs de brevets. Le Landlord's Game se répand très vite dans les salons des intellectuels de gauche et sur plusieurs campus universitaires, dont Harvard et l'Université Columbia. Oh non, la prison. Mais qui va m'aider à payer mes dettes ? Allez, votons pour le pot commun. Hors de question, cher ami. À mon tour, je crois que j'ai gagné. Je suis le super monopoleur. Et dire qu'on aurait pu gagner tous ensemble. Fort de son succès pendant plusieurs années, la planche de jeu arrive à Atlantic City en 1932. Une ville qui va changer son destin et plonger le nom d'Elizabeth Magie dans l'oubli. Une crise presque sans précédent s'est abattue sur le monde. Je suis désolé, Esther. Il n'y aura que du pain ce soir. Plus personne ne peut me payer pour réparer les radiateurs. J'aurais tellement voulu mieux pour notre enfant. En 1932, la Grande Dépression frappe les États-Unis. Charles Darrow, un ouvrier de Philadelphie, tente comme il peut de subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme est enceinte et il n'a plus de travail. Un soir, alors qu'il tente d'oublier son malheur, ses amis Charles et Olive Told lui font découvrir un jeu qui va transformer sa vie.
Esther, je crois que j'ai une idée. Tu sais, le jeu du Monopoly, le jeu qu'on a fait hier avec les Todd, je vais l'améliorer. Je vais changer un peu les règles, créer de nouvelles cartes et... Trouve-toi un travail plutôt. Il n'y a plus de charbon pour le poêle et le bébé crève de froid. Mais Charles ne lâche pas son idée. Le jeu du Monopoly, qui n'est autre que le Landor Game, est entre ses mains. Il confectionne de nouveaux jetons, des titres de propriété et ajoute des prix. Puis, il nomme les rues d'après les rues d'Atlantic City, en souvenir de ses vacances d'été pendant son enfance. La légende est en marche. Tu sais quoi, Esther ? Je vais leur prouver à Parker Brothers qu'ils ont fait une connerie. Ils ne veulent pas vendre mon jeu car il serait trop compliqué à comprendre. Les crétins. Charles ne se décourage pas. En 1934, il fait le tour des magasins de jouets et des boutiques de jeux pour vendre son Monopoly. Et devant le succès commercial, l'éditeur de jeux de société Parker Brothers admet son erreur et rappelle Charles pour lui proposer la commercialisation de son jeu. Le Monopoly est breveté en 1935. En 1936, Parker Brothers rachète les droits originaux à Elizabeth pour une bouchée de pain, $500 et pas de droit d'auteur. L'argent ne m'intéresse pas. Si mon jeu peut éduquer le maximum de personnes, le reste n'a pas d'importance. Le Monopoly devient un best-seller et se vend à plus de 2 millions d'exemplaires en 2 ans. Charles est maintenant un homme riche. Il s'achète une immense propriété agricole en Pennsylvanie. Et Parker Brothers est sauvé in extremis de la faillite. L'histoire de Charles Darrow, l'ouvrier pauvre qui invente un jeu de société sur sa table de cuisine pendant la Grande Dépression, devient alors une légende soigneusement imprimée dans chaque boîte de Monopoly. Le nom d'Elizabeth Maggie, lui, n'apparaît nulle part. Il faut donc attendre l'année 1976 pour voir son nom ressurgir à la surface. C'est pas juste, ça fait 3 tours que je suis à la casse-prison. Calme-toi, Marc. Et pour une fois, c'est ton frère qui gagne. Enfin, si on peut dire gagner, quand il s'agit de ruiner les autres. Ralph Anspach, un professeur d'économie à l'université de San Francisco, aime passer du temps à jouer avec ses enfants. Leur jeu favori, le Monopoly. Alors qu'un matin, pendant le petit déjeuner, il entend ses enfants rire de la ruine de leur adversaire durant une partie, Ralph s'interroge. Comment leur faire comprendre que l'entraide et la coopération créeraient une meilleure société que le monopole des richesses ? Les enfants, venez me donner un coup de main. Je vous présente l'anti-Monopoly. Tiens, Marc, tu vas dessiner les cartes et toi, Will, tu fabriques les billets. Après avoir testé le jeu avec ses enfants et ses étudiants, Ralph décide de lancer la commercialisation de son jeu. Sauf que tout ne se passe pas exactement comme prévu. Monsieur Anspach, la compagnie Parker Brothers vous accuse de plagiat et demande la cessation immédiate de la commercialisation de votre anti-Monopoly. Ralph Anspach se lance alors dans une lutte judiciaire à partir de 1976. Hors de question de laisser Parker Brothers gagner. Et c'est en faisant des recherches pour assurer sa défense qu'il découvre que son propre jeu a déjà existé sous une autre forme. Monsieur le juge, je voudrais mettre en lumière le fait que le Monopoly est une copie du Landlord's Game, un jeu créé par Elizabeth Maggie. Le 18 mars 2020, le Monopoly célèbre ses 85 ans. À Las Vegas, autour de la table, 254 joueurs s'affrontent pendant 90 minutes pour la finale du Monopoly World Championship. $400 pour Broadwalk. Et j'achète Pacific Avenue pour $500. Des milliers de tournois sont organisés chaque année aux États-Unis, sponsorisés par Hasbro, qui a racheté Parker Brothers en 1991. Le Monopoly est devenu le jeu de plateau le plus vendu au monde. Il compte plus d'1 milliard de joueurs répartis dans 114 pays
et plus de 200 versions différentes éditées en 43 langues. Encore aujourd'hui, alors que la vérité sur le Monopoly a été révélée, le mythe de Charles Darrow persiste. Une histoire comme on les aime aux États-Unis, celle de l'ouvrier pauvre devenu riche. Quant à Elisabeth, elle meurt veuve et seule, écœurée que son jeu anticapitaliste soit devenu un emblème du capitalisme. Le succès a de nombreux pères, dit un adage, mais on en exclut souvent leur mère. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre écoute et merci aux comédiens qui sont intervenus pour la réalisation de cette émission. Et je vous dis à bientôt pour Secrets d'entrepreneur. Chaque premier jeudi du mois à 18h.